L'ego est l'ennemi, de Ryan Holiday. Lu par Livre Académie. Introduction. Le principe fondamental est de ne pas se tromper soi-même. On est toujours la personne la plus facile à tromper. Vous êtes peut-être jeune et débordant d'ambition. Vous êtes peut-être en difficulté. Vous avez peut-être déjà gagné vos 2 premiers millions, signé votre première grosse affaire, été choisi pour intégrer une élite, ou peut-être avez-vous déjà accompli pas mal de choses. Vous êtes peut-être étonné de voir combien c'est vide, là-haut. Peut-être que vous guidez d'autres personnes qui traversent une crise. Peut-être que vous venez d'être licencié. Peut-être que vous venez de toucher le fond. Quelle que soit votre situation, quoi que vous fassiez, votre pire ennemi vit déjà en vous. C'est votre ego. Vous vous dites « Non, pas moi. Personne ne me traite d'égocentrique ». Il se peut que vous vous soyez toujours considéré comme quelqu'un d'assez équilibré. Mais pour les personnes qui ont de l'ambition, du talent, une passion et le potentiel de les réaliser, l'ego pousse justement sur ce terreau. C'est précisément ce qui nous rend si prometteurs en tant qu'hommes de réflexion, d'action, de création, et en tant qu'entrepreneurs. C'est ce qui nous pousse au sommet de notre domaine, qui nous rend vulnérables à ce côté obscur de l'âme. Mais attention, il ne s'agit pas d'un livre sur l'ego au sens freudien du terme. Freud aimait expliquer l'ego par une analogie. Notre ego est le cavalier sur le dos d'un cheval, avec nos motivations inconscientes représentant l'animal, tandis que l'ego tente de le diriger. Aujourd'hui, les psychologues modernes emploient le mot « égotiste » en référence à une personne dangereusement centrée sur elle-même et qui méprise les autres. Toutes ces définitions sont correctes, mais ont peu de valeur en dehors d'un cadre médical. L'ego que nous rencontrons le plus fréquemment a une autre définition. Une croyance malsaine dans notre propre importance. L'arrogance. L'ambition égocentrique. C'est la définition qui sera employée ici. Il s'agit de l'enfant capricieux en chacun de nous, celui qui choisit d'arriver à ses fins, malgré tout, malgré les autres. Le besoin d'être meilleur que, plus que, reconnu pour, au-delà de toute utilité raisonnable, c'est ça, l'ego. C'est le sentiment de supériorité et de certitude qui dépasse les limites de la confiance et du talent. C'est quand la notion de soi et du monde devient si démesurée qu'elle commence à déformer la réalité qui nous entoure. Comme l'a dit l'entraîneur de football américain Bill Walsh, la confiance en soi se transforme en arrogance, l'assurance devient de l'entêtement, et l'estime de soi devient désinvolture imprudente. C'est l'ego qui, comme a mis en garde l'écrivain Cyril Connolly, nous aspire vers le bas comme la loi de la gravité. Dans ce sens, l'ego est l'ennemi de ce que vous désirez et de ce que vous possédez, la maîtrise d'un talent. Il vous empêche d'avoir une vision d'artiste, de bien collaborer avec les autres, de fidéliser et avoir du soutien, de pouvoir reconduire vos réussites et les conserver. L'ego repousse les avantages et les occasions. C'est un aimant à ennemis et à erreurs. La plupart d'entre nous ne sont pas égocentriques, mais l'ego est à la base de quasiment tous les problèmes et obstacles, de la raison pour laquelle on ne peut pas gagner, à la raison pour laquelle on a besoin de gagner sans arrêt et aux dépens des autres. De la raison pour laquelle on n'a pas ce que l'on souhaite, à la raison pourquoi obtenir ce qu'on souhaite ne semble pas nous satisfaire. Généralement, nous ne le voyons pas ainsi. Nous pensons qu'autre chose est la cause de nos problèmes, les autres, souvent. Comme l'a dit le poète Lucrèce il y a plusieurs millénaires, nous sommes le fameux malade ignorant la cause de sa maladie. Surtout pour les personnes qui réussissent et qui ne voient pas ce que l'ego les empêche de faire. Car tout ce qu'elles voient est ce qu'elles ont déjà réussi à faire. Pour chaque ambition et objectif, petit ou grand, que nous avons, l'ego est là pour nous saborder sur le chemin que nous nous efforçons de suivre. L'illustre homme d'affaires Harold Jonane a comparé l'égoïsme à l'alcoolisme. L'égoïste ne trébuche pas, renversant les objets sur son bureau. Il ne bégaie pas, il ne bave pas. Non, à la place, il devient de plus en plus arrogant, et certaines personnes, ignorant ce qui se cache derrière ce genre de comportement, prennent son arrogance pour une sensation de pouvoir et de l'assurance. On pourrait se dire que ces personnes se trompent elles-mêmes, car elles ignorent la maladie qu'elles ont contractée ou qui les tue. Si l'ego est la voix qui nous dit que nous sommes meilleurs que nous le sommes véritablement, alors on peut dire que l'ego inhibe la véritable réussite en empêchant de créer un lien direct et honnête avec le monde qui nous entoure.
L'un des premiers membres des Alcooliques Anonymes a défini l'ego comme une séparation consciente. De quoi? De tout. Les moyens par lesquels cette séparation se manifeste de façon négative sont immenses. On ne peut pas travailler avec des gens si on bâtit une barricade autour de soi. On ne peut pas rendre le monde meilleur si on ne le comprend pas et qu'on ne se comprend pas soi-même. On ne peut pas accepter une critique si on est incapable ou qu'on ne veut pas écouter les autres. On ne sait pas reconnaître les possibilités ou les créer, si au lieu de voir ce qui est devant nous, on vit dans notre monde imaginaire. Si on ne peut pas sincèrement estimer nos capacités par rapport aux autres, ce n'est pas de l'assurance que nous avons, ce sont des illusions. Comment pouvons-nous toucher, motiver ou guider d'autres personnes si nous n'avons pas d'affinité avec leurs besoins, parce que nous aurons perdu le contact avec les nôtres? Les performances de l'artiste Marina Abramovic disent sans détour. Si on commence à croire à notre grandeur, c'est la fin de notre créativité. Il n'y a que le confort qui retienne l'ego. Poursuivre un grand objectif, que ce soit dans le domaine des affaires, de l'art ou du sport, est souvent terrifiant. L'ego calme cette peur. Il apaise ce sentiment d'insécurité. En remplaçant les parties rationnelles et conscientes de l'âme par des fanfaronnades et de l'égocentrisme, notre ego nous dit seulement ce que nous voulons entendre, au moment opportun. Mais c'est un remède express avec des conséquences à long terme. L'ego a toujours été présent, mais maintenant, il s'est enhardi. Plus que jamais, notre culture ravive les flammes des égos. Il n'a jamais été aussi facile de s'exprimer, de se mettre en avant. On peut se vanter de ses objectifs auprès de ses millions de fans et de partisans, des choses que seuls les stars du rock et les leaders emblématiques pouvaient faire autrefois. On suit et on interagit avec ses idoles sur Twitter, on lit des livres, on consulte des sites, on regarde des conférences TED, technologie, entertainment and design, on étanche sa soif au robinet de l'inspiration et de validation comme jamais. Il existe des apps pour ça. On peut se proclamer PDG d'une société qui n'existe que sur le papier. On peut annoncer un scoop sur les réseaux sociaux et laisser affluer les félicitations. On peut publier des articles sur soi dans des médias qui étaient autrefois des sources vérifiées de journalisme objectif. Certains le font plus que d'autres, mais tout est une question de degré. En dehors des progrès technologiques, désormais il faut croire en notre singularité avant toute chose. On nous dit de voir grand, de vivre les choses à fond, d'être mémorable et d'oser. On pense que la réussite demande une vision audacieuse ou un projet radical. Après tout, n'étaient-ce pas les atouts que possédaient les fondateurs de cette société ou cette équipe championne du monde? Mais c'était pourtant le cas, non? On voit des démarches risquées et des célébrités partout dans les médias. Désireux de réussir à son tour, on tente d'inverser la bonne attitude, la bonne pose. On presse un lien de causalité qui n'existe pas. On suppose que les symptômes de la réussite sont pareils que la réussite elle-même et naïvement, on confond le produit dérivé avec la cause. Évidemment, l'ego a fonctionné pour certains. Beaucoup d'hommes et de femmes dont l'histoire a retenu le succès étaient notoirement égoïstes. Mais les plus grands ratés de l'histoire l'étaient aussi. Et ils étaient bien plus nombreux. Mais nous sommes les jouets d'une culture qui nous pousse à jeter les dés, à prendre le pari, à ignorer les risques. Quel que soit le stade auquel vous vous trouvez, l'ego s'y trouve aussi. À un moment donné dans la vie, les gens se retrouvent à l'un de ces trois stades. On aspire à quelque chose, on essaie de laisser sa marque dans l'univers. On a connu la réussite, peut-être un peu, peut-être souvent. Ou on a échoué récemment, continuellement. La plupart d'entre nous sont à des stades où ils sont portés par un désir profond jusqu'à ce qu'ils réussissent jusqu'à ce qu'ils échouent ou qu'ils aspirent à mieux, et après avoir échoué, ils peuvent recommencer à aspirer ou réussir. L'ego est l'ennemi à chaque étape de ce chemin. Dans un sens, l'ego est l'ennemi de la construction, de la maintenance et de la récupération. Quand les choses arrivent vite et facilement, c'est peut-être fabuleux. Mais à un moment charnière ou en cas de difficulté. C'est pour cela que ce livre s'articule autour de trois parties. Aspiration, réussite, échec. Le but de cette structure est simple. Vous aider à réprimer l'ego le plus tôt possible, avant que les mauvaises habitudes ne se mettent en place, pour remplacer les tentations de l'ego par l'humilité et la discipline quand le succès est au rendez-vous,
et pour trouver la force et le courage afin de ne pas être anéanti par l'échec face à un mauvais coup du sort. En gros, ça nous aidera à rester humble dans l'aspiration, bienveillant dans la réussite, résilient dans l'échec. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas unique et que vous n'avez pas une contribution incroyable à apporter au cours de votre passage sur Terre. Cela ne veut pas dire que c'est impossible d'aller au-delà des frontières de la création, d'inventer, de se sentir inspiré, ou de viser à produire un changement ou encore une innovation véritablement ambitieuse. Au contraire, pour le faire correctement et prendre des risques, un équilibre est nécessaire. Les bâtiments exposés aux intempéries ont besoin d'une fondation solide, comme le rappelle la sagesse populaire. Et maintenant, le livre que vous avez entre les mains se fonde sur une supposition optimiste. Votre ego n'est pas un monstre que vous êtes obligé de rassasier sans arrêt. Il peut se gérer. Il peut être guidé. Dans ce livre, je parle de William Tecumseh Sherman, Katharine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Bélisaire, Angela Merkel et George C. Marshall. Auraient-ils pu accomplir ce qu'ils ont fait, sauver des entreprises chancelantes, développer l'art de la guerre, intégrer le monde du baseball, révolutionner l'attaque en football, s'opposer à la tyrannie, gérer les malheurs avec courage, si leur ego les avait laissés déracinés et nombrilistes? C'était leur sens de la réalité et leur conscience, celle que l'écrivain et stratège Robert Greene a dit qu'on devait aimer comme une araignée dans sa toile, qui était au cœur de leur art, de l'écriture, du design, des affaires, du commerce et leadership de génie. Ce que nous découvrons en étudiant ces personnalités, c'est qu'elles étaient ancrées dans la réalité, avisées et résolument réelles. Certaines n'étaient pas totalement dépourvues d'ego, mais elles savaient le réprimer, le canaliser, les soumettre quand nécessaire. Ces personnes étaient grandes et pourtant, elles étaient humbles. Oui, mais attendez, un tel avait un ego démesuré et il a eu beaucoup de succès. Et Steve Jobs, alors? Et Kanye West? On tente de justifier le pire des comportements en pointant du doigt les cas particuliers. Mais personne n'a véritablement du succès parce qu'il est fantasque, déconnecté de la réalité ou nombriliste. Même si ces traits de caractère sont corrélés ou associés à certains individus bien connus, il y en a d'autres. La dépendance, la maltraitance, d'eux-mêmes et des autres, la dépression, les manies. En fait, ce que nous voyons lorsque nous étudions ces personnes, c'est qu'elles ont réalisé le meilleur quand elles combattaient ces impulsions, troubles ou défauts. Ce n'est que libéré de l'ego et de ses bagages qu'on peut obtenir le meilleur de soi. C'est pour cette raison que je parle également de personnes telles que Howard Hughes, le roi perse Xerxès, John de l'Orléans, Alexandre le Grand, et d'autres cas édifiants d'individus qui ont perdu le sens des réalités et qui ont clairement illustré les risques de l'ego. Nous verrons le dur prix à payer pour cette leçon, celui de la misère et de l'autodestruction. Nous verrons que même ceux qui réussissent le mieux oscillent souvent entre humilité et ego, avec les problèmes que cela engendre. Lorsque l'ego est mis de côté, s'impose la réalité. Ce qui remplace l'ego est l'humilité, certes, mais l'humilité est l'assurance béton. Considérant que l'ego est artificiel, ce genre de confiance peut compter beaucoup. L'ego se vole. La confiance se gagne. L'ego est autoproclamé, son étalage n'est qu'artifice. L'un vous prépare, l'autre vous perturbe. C'est la différence entre puissant et nocif. Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, cette assurance a envahi un général modeste et sous-estimé de l'armée américaine et l'a transformé en guerrier et fin stratège durant la guerre de sécession. L'ego a envahi un autre général puissant et influent durant ce même conflit et l'a mené à la misère et l'ignominie. De l'assurance et de l'ego, l'une a envahi une scientifique allemande discrète et en a fait une nouvelle sorte de leader et une véritable force de la paix. L'autre a pris deux esprits scientifiques du XXe siècle, également brillants et téméraires, et les a emportés dans le tourbillon de la gloire et de la célébrité avant de briser leurs espoirs contre les rocs de l'échec, de la faillite, du scandale et de la folie. L'une a guidé l'une des pires équipes de l'histoire de la NFL jusqu'au Super Bowl en seulement 3 saisons, devenant l'une des principales dynasties dominant ce sport. Entre-temps, d'innombrables entraîneurs, des politiques, des entrepreneurs et des écrivains ont surmonté les mêmes difficultés, seulement pour succomber à l'inévitable probabilité de céder leur place à quelqu'un d'autre.
Certains apprennent l'humilité. D'autres écoutent l'ego. Certains sont préparés contre les vicissitudes du destin, les positives comme les négatives. D'autres ne le sont pas. Alors, que choisirez-vous? Qui serez-vous? Vous avez choisi ce livre parce que vous pressentez que vous aurez à répondre à cette question, un jour ou l'autre, consciemment ou pas. Alors, on s'y met. Chapitre numéro 1. L'aspiration. Là, on s'apprête à faire quelque chose. On a un but, une vocation, un nouveau départ. Chaque grand voyage commence ici, et pourtant, nous sommes trop nombreux à ne jamais atteindre notre destination. La plupart du temps, l'ego est le coupable. On se construit en se racontant des histoires fantaisistes, on prétend qu'on a tout compris, on laisse l'étoile briller puis s'éteindre et on ne sait pas pourquoi. Ce sont des symptômes de l'ego, contre lequel l'humilité et la réalité sont les remèdes. Quelles que soient vos aspirations. Le géo est votre ennemi. On dit que c'est un chirurgien téméraire, que sa main ne tremble pas quand il s'opère lui-même. Et qu'il est souvent également téméraire en n'hésitant pas à soulever le voile mystérieux de l'aveuglement qui lui masque les difformités de sa propre conduite. Isocrate, l'un des plus célèbres professeurs de rhétorique d'Athènes, a écrit une lettre à un jeune homme dénommé Démonique. Isocrate était l'ami du père récemment disparu du garçon et voulait lui prodiguer des conseils sur la façon de suivre l'exemple paternel, des conseils pratiques et moraux, communiqués sous forme de maximes nobles, selon Isocrate. Il s'agissait de préceptes pour les années à venir, d'après ces termes. Comme beaucoup d'entre nous, Démonique était ambitieux. C'est pour cette raison qu'Isocrate lui avait écrit, pour le mettre en garde des dangers sur le chemin de l'ambition. Isocrate a commencé par informer le jeune homme que ce qui convient surtout, c'est la décence, la modestie, la justice, la modération. Car c'est en toutes ces choses que paraît consister le mérite des jeunes gens. Pratique la modération, écrivit-il, conseillant à Démonique de ne pas tomber sous l'emprise de la colère, du plaisir et de la douleur. Et ceux qui flattent autant que ceux qui trompent, car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. Il écrivit « Sois affable envers ceux qui t'approchent, et n'aie point de fierté. Le poids de l'orgueil est à peine supportable, même pour des esclaves. Et sois lent dans tes délibérations, mais prompt à exécuter ce que tu auras arrêté. » Il poursuivit « Le meilleur en chacun de nous est notre bon sens. » L'orateur lui recommandait d'exercer constamment son esprit, car c'est ce qu'il y a de plus grand dans ce qu'il y a de plus petit qu'un esprit bien orné dans le corps d'un homme. Certains conseils vous disent sans doute quelque chose. Ils ont été repris 2 millénaires plus tard par William Shakespeare, qui a souvent prévenu des délires de l'ego. En fait, dans Hamlet, en se servant de cette lettre comme modèle, Shakespeare place les mots d'Isocrate dans la bouche de son personnage Polonius lorsqu'il s'adresse à son fils. Ce discours, si vous l'avez déjà entendu, se conclut par ces lignes. Avant tout, envers toi-même sois loyal. Et aussi sûr que la nuit succède au jour, tu ne sauras être déloyal envers quiconque. Adieu. Que ma bénédiction porte ses fruits en toi. Les mots de Shakespeare ont touché un jeune officier de l'armée américaine dénommé William Tecumseh Sherman, qui allait devenir le plus grand général et stratège militaire de l'Amérique. Sans doute n'avait-il jamais entendu parler d'Isocrate, mais il aimait beaucoup la pièce de Shakespeare et en citait souvent des extraits dans ses allocutions. Comme Démonique, le père de Sherman était décédé lorsqu'il était encore enfant. Comme Démonique, un sage plus âgé l'avait pris sous son aile. Pour Sherman, il s'agissait de Thomas Ewing, futur sénateur et ami de la famille, qui adopta le garçon et l'éleva comme son propre fils. Ce qui est intéressant dans le cas de Sherman, c'est que, malgré les relations de son père, personne n'aurait prédit qu'il dépasserait le niveau régional et encore moins qu'il refuserait de prendre la présidence des États-Unis, un geste sans précédent. Contrairement à Napoléon qui a surgi de nulle part et qui a disparu tout aussi rapidement une fois des faits, l'ascension de Sherman a été lente et progressive. Il fit ses classes à West Point, puis s'engagea dans l'armée. Au cours de ses premières années de régiment, Sherman traversa quasiment l'intégralité de l'Amérique à dos de cheval, apprenant à chacun de ses postes. Les rumeurs de guerre de sécession grandissant, Sherman partit vers l'est proposer ses services. Il fut brièvement appelé à la rescousse à la bataille de Bull Run, une défaite plutôt cuisante pour l'armée de l'Union. Profitant d'une pénurie de chefs,
Sherman fut promu brigadier général et convoqué pour rencontrer le président Lincoln et son premier conseiller militaire. À plusieurs occasions, Sherman avait parlé librement de stratégie et de plan d'action avec le président, mais au terme de cette rencontre, il fit une demande étonnante. Il acceptait la promotion à condition qu'il n'ait pas à assumer de commandement supérieur. Est-ce que Lincoln pouvait le lui promettre? Avec tous les autres généraux réclamant plus de statut et de pouvoir, Lincoln s'empressa d'accepter. À ce moment de l'histoire, Sherman se sentait plus à son aise en tant que numéro 2. Il savait qu'il avait une estimation honnête de ses propres capacités et que le rôle secondaire lui convenait mieux. Vous imaginez? Quelqu'un d'ambitieux qui ne saisit pas la chance d'avoir plus de responsabilités parce qu'il voulait se sentir prêt à les assumer? C'est vraiment si fou que ça? Pour autant, Sherman n'a pas toujours été un exemple de discipline et de retenue. Au début de la guerre, chargé de défendre le Kentucky avec un nombre d'hommes insuffisant, il manque d'assurance, ses manies et sa tendance à douter lui jouent des tours. Tempêtant contre le manque de ravitaillement, incapable de sortir de sa tête, se montrant paranoïaque sur les mouvements ennemis, il se défie là et par là avec un manque de discernement à des journalistes. Dans la controverse qui s'ensuivit, il fut temporairement démis de ses fonctions. Il lui fallut plusieurs semaines de repos pour s'en remettre. Ce fut l'un des rares moments catastrophiques de sa carrière autrement en progression constante. Après cet épisode malencontreux, dont il tira leçon, Sherman prit réellement ses marques. Par exemple, lors du siège de Fort Donelson, Sherman occupait techniquement un rang supérieur à celui du général Ulysses Grant. Alors que les autres généraux de Lincoln se querellaient pour obtenir pouvoir personnel et reconnaissance, Sherman renonça à son grade, préférant soutenir Grant au lieu de donner des ordres. « C'est vous le chef », lui rappela Sherman dans une note qui accompagnait un ravitaillement. « N'hésitez pas à faire appel à moi en cas de besoin. » Ensemble, ils remportèrent l'une des premières victoires de l'Union dans la guerre. Fort de ces réussites, Sherman commença à défendre sa fameuse idée de marcher vers l'océan, un plan audacieux et stratégiquement intrépide qui n'était pas un simple coup de génie, mais qui était étayé par une topographie précise qu'il avait étudiée en tant que jeune officier dans ce qui semblait alors un avant-poste dans un coin perdu. Là où Sherman avait montré de la prudence, il avait maintenant acquis de la confiance, mais contrairement à tant d'autres personnes très ambitieuses, il avait mérité. En se frayant un chemin de Chattanooga à Atlanta, puis d'Atlanta à l'océan, il évita de s'engager dans les séries de batailles traditionnelles. Tout étudiant en histoire militaire peut imaginer comment la même invasion, menée par l'ego au lieu d'une motivation sans faille, aurait connu une fin totalement différente. Son sens des réalités lui a permis d'entrevoir un passage à travers le Sud que d'autres pensaient impossible. Toute sa théorie de manœuvre guerrière reposait sur l'évitement de combats de front ou de démonstrations de force sous forme de batailles rangées, en ignorant les critiques visant à le faire réagir. Lui, il suivait son plan. Vers la fin de la guerre, Sherman était une célébrité en Amérique et pourtant il ne visait pas de fonction publique. Il n'avait pas de goût prononcé pour la politique. Il voulait simplement faire son travail et prendre sa retraite en temps voulu, rejetant les incessantes louanges et l'attention qui viennent. Avec ce genre de réussite, il écrivit comme un avertissement à son ami Ulysse Grant « Soyez naturel, restez vous-même et toute cette flatterie sera comme la brise marine un jour d'été. » L'un des biographes de Sherman a résumé l'homme et ses accomplissements uniques en quelques phrases remarquables. C'est pour cette raison qu'il est notre exemple dans cette phase de notre ascension. Parmi les hommes qui atteignent la célébrité et deviennent leaders, deux types ont été identifiés, ceux qui sont nés en croyant en eux et ceux chez qui le leadership s'est progressivement acquis en fonction de leurs accomplissements. Pour ces derniers, leur propre réussite est toujours une surprise. Ces fruits en sont encore plus délicieux, mais il faut y goûter avec prudence, en se demandant si tout cela n'est pas qu'un rêve. C'est dans ce doute que se cache la véritable modestie, pas le simulacre d'un autodénigrement hypocrite, mais la modestie de la modération, dans le sens grec du terme. Il s'agit d'assurance, pas de pause. On se demande alors, si croire en soi ne dépend pas de véritable réussite, alors, de quoi cela dépend-il? La réponse qui revient trop souvent alors, qu'on est juste en train de démarrer et rien. L'ego.
C'est pour cela qu'on est souvent témoin d'ascensions vertigineuses suivies de chutes calamiteuses. Alors, quel type de personne serez-vous? Comme chacun de nous, Sherman devait trouver un équilibre entre talent, ambition et intensité, surtout dans sa jeunesse. C'est grâce à cela qu'il a pu gérer les réussites exceptionnelles qu'il a connues. Tout cela est bien étrange. Alors que Shakespeare et Isocrate souhaitaient que les individus se comportent avec retenue, soient motivés et pétris de principes, la plupart d'entre nous ont reçu un enseignement contraire. Nos valeurs culturelles nous poussent presque à nous rendre dépendants d'une validation, dirigés que nous sommes par nos émotions. Pendant toute une génération, parents et enseignants se sont attachés à renforcer l'estime de soi de chacun. À partir de là, les thèmes abordés par nos gourous et personnalités ont presque exclusivement visé à inspirer, encourager et persuader qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. En réalité, cela nous rend faibles. Oui, vous, avec tout votre talent et vos belles promesses de petit garçon merveilleux ou de petite fille qui ira loin. Je suis persuadé qu'on vous l'a promis. C'est pour ça que vous avez atterri dans l'école prestigieuse que vous fréquentez, que vous avez trouvé le financement de votre entreprise, que vous avez été embauché ou promu, que l'occasion qui se présente à vous aujourd'hui est tombée du ciel. Comme l'a dit Irving Berlin, le talent n'est que le point de départ. Mais serez-vous capable d'en profiter? Ou serez-vous votre pire ennemi? Allez-vous éteindre la flamme qui vient de s'allumer? Sherman était un homme profondément ancré dans la réalité. C'était un homme parti de rien, né qui a accompli de grandes choses sans jamais avoir l'impression qu'il méritait les honneurs qu'il recevait. En fait, il s'en remettait systématiquement aux autres et était plus que ravi de participer à une équipe gagnante, même si cela signifiait moins de reconnaissance et de gloire individuelle. C'est dommage qu'on ait raconté à des générations de petits garçons la glorieuse charge de Pickett, un assaut de la cavalerie confédérée qui s'est soldé par une défaite, mais que l'exemple de Sherman, un homme réaliste, discret, soit passé sous silence ou, pire encore, diabolisé. On pourrait dire que la capacité à évaluer sa propre aptitude est le talent le plus important. Sans cela, tout progrès est impossible. Et c'est sûr, l'ego n'arrange pas les choses. C'est sûrement plus agréable de se concentrer sur nos talents et nos forces. Mais cela nous mène à quoi? L'arrogance et l'égocentrisme inhibent tout développement, tout comme les fantasmes et les visions. Au cours de cette phase, exercez-vous vous contempler en prenant un peu de recul et cultivez la capacité à sortir de votre tête. Le détachement est un antidote naturel contre l'ego. C'est facile de se sentir émotionnellement investi et épris de ce que l'on fait. C'est le cas pour n'importe quel narcissique. Ce qui est plus rare n'est pas le talent pur, la compétence ou même la confiance, mais l'humilité, l'assiduité et la conscience de soi. Pour que votre travail ait une part de vérité, il doit être sincère. Si vous voulez être autre chose qu'un feu de paille, vous devez vous préparer à vous concentrer sur le long terme. Même si nous voyons grand, nous apprendrons que nous devons agir et vivre modestement pour pouvoir réaliser nos ambitions. Puisque nous nous concentrerons sur l'action et l'apprentissage, et renoncerons à la reconnaissance et au statut, nos ambitions ne seront pas grandioses mais itératives, un pas après l'autre, on apprend, on se développe, on prend le temps. Nos concurrents, avec toute leur agressivité, intensité, égocentrisme, cherchant sans cesse à se mettre en avant, ne comprennent pas comment ils compromettent leurs efforts, sans parler de leur lucidité. Nous défierons le mythe du génie plein d'assurance pour qui le doute et l'introspection sont complètement étrangers, ainsi que le mythe de l'artiste torturé qui sacrifie sa santé au profit de son œuvre. S'ils sont séparés de la réalité et des autres, nous resterons profondément connectés, conscients et en tirerons des leçons. Les faits sont mieux que les rêves, comme aurait dit Churchill. Même si nous partageons avec tant d'autres des rêves de grandeur, nous comprenons que notre chemin pour l'atteindre est tout autre. En suivant les préceptes d'Isocrate et de Sherman, nous comprenons que l'ego est notre ennemi sur ce chemin. Ainsi, lorsque nous réussirons, il ne nous plombera pas, et nous serons plus forts. Parlez, parlez et parlez encore. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Lors de sa célèbre campagne pour devenir gouverneur de la Californie en 1934, l'auteur et militant Upton Sinclair a eu une démarche originale. Avant l'élection, il a publié un livre intitulé « Moi,
gouverneur de la Californie, et comment j'ai mis fin à la pauvreté, dans lequel il soulignait, en employant le passé, les politiques qu'il avait mises en place en tant que gouverneur, un poste qu'il n'avait pas encore obtenu. C'était une démarche originale dans une campagne qu'il était tout autant. Visant à profiter de la force de Sinclair en tant qu'auteur, il savait communiquer avec le public comme personne. Sinclair avait peu de chances de gagner l'élection et sa campagne était mal partie lorsque son livre est sorti. Mais les observateurs de l'époque ont immédiatement remarqué son effet, non pas sur les électeurs, mais sur Sinclair en personne. Comme Gareth M.C. Williams a plus tard écrit sur la campagne électorale de son ami qui a échoué, Upton n'avait pas seulement compris qu'il perdrait, mais il semblait avoir perdu tout intérêt dans la campagne. Dans son imagination débordante, il avait déjà tiré un trait sur le « moi », gouverneur de la Californie. Alors pourquoi se donnerait-il la peine de jouer le jeu? Le livre de Sinclair a été un best-seller, et sa campagne, un échec. Il a perdu l'élection par 250 000 votes, soit de plus de 10 points. Il a été battu à plate couture dans une des premières élections modernes. Ce qui s'est produit est clair. Son discours a précédé sa campagne et sa volonté de combler le fossé s'est effondrée. La plupart des hommes politiques n'écrivent pas de livres, mais ils vont de l'avant pareillement. C'est une tentation qui touche tout le monde, les beaux discours qui remplacent les actions. Le champ libre, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Demande Facebook. Composez un nouveau tweet, un site Twitter, Tumblr, LinkedIn, notre boîte de messagerie, notre smartphone, la section commentaires en bas de l'article que vous venez de lire. Des espaces vides qui implorent d'être remplis par des pensées, des photos, des récits. Par ce que l'on va faire, par comment les choses devraient ou pourraient être, par ce que l'on espère qu'il arrivera. La technologie qui vous pose des questions, vous aiguillonne et vous sollicite. De façon quasiment universelle, le genre de performance qu'on fait sur les réseaux sociaux est positif. C'est davantage. Laissez-moi vous dire que les choses vont très bien. Regardez à quel point je suis génial. Que la vérité, j'ai peur. C'est difficile. Je ne sais pas. Au début de tout chemin, nous sommes excités et nerveux. Alors nous cherchons à trouver réconfort à l'extérieur plutôt qu'intérieurement. Chacun de nous a un côté faible qui, comme une organisation syndicale, n'est pas vraiment mauvais, mais au bout du compte, cherche à attirer l'attention et la reconnaissance publique tout en faisant le moins possible. Ce côté-là est ce qu'on appelle l'ego. L'auteur et l'ancienne blogueuse de Gawker, Emily Gould, une sorte de Hannah Horvath dans la vraie vie, l'a compris quand elle s'est battue 2 ans pour publier son roman. Même si on lui avait offert un joli contrat, elle était en panne. Pourquoi? Elle était débordée. Elle passait beaucoup de temps sur Internet. En 2010, je n'ai rien fait d'autre que Tumblr, Twitter, faire défiler. Ça ne m'a rien rapporté, financièrement parlant, mais j'avais l'impression que c'était du travail. Je me justifiais de cette habitude de diverses façons. Je lançais ma marque. Bloguer était créatif, même la curation de contenu, en partageant la publication de quelqu'un d'autre, était créative, si on plisse les yeux. Je ne faisais rien d'autre de créatif. En d'autres termes, elle faisait ce qu'on est nombreux à faire lorsque nous sommes effrayés ou dépassés par un projet. Elle faisait tout sauf se concentrer dessus. Le roman qu'elle devait écrire est resté 1 an au point mort. C'était plus facile de parler de l'écriture, de faire des choses intéressantes autour de l'art, de la créativité et de la littérature, que d'écrire réellement. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Quelqu'un a récemment publié un livre intitulé Working on My Novel, en travaillant sur mon roman, qui compile des publications d'écrivains qui clairement n'étaient pas en train de travailler à leur livre. Écrire, comme de nombreux actes créatifs, est une chose difficile. Rester assis devant une table, les yeux dans le vague, en colère contre le sujet qui ne vous semble pas assez bon, en colère contre vous-même parce que vous ne vous considérez pas assez bon. En réalité, beaucoup de nos précieux efforts sont pénibles, que ce soit coder une nouvelle activité ou maîtriser un article. Mais parler, cela a toujours été facile. On a tendance à penser que le silence est un signe de faiblesse. Qu'être ignoré équivaut à être mort, et pour l'ego, c'est vrai. Alors on parle et on parle encore comme si notre vie en dépendait. En réalité,
Le silence est une force, en particulier au début d'un voyage. Le philosophe Kierkegaard, qui détestait les journaux et leurs baratins, nous a mis en garde. La rumeur précède la véritable discussion et exprimer ce qui n'est encore qu'une pensée affaiblit l'acte en y coupant court. Et c'est ce qui est si insidieux quand on parle. N'importe qui peut parler de lui. Tous les enfants bavardent et colportent des rumeurs. La plupart des gens savent faire du battage publicitaire et vendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est rare? Le silence. La capacité de ne pas se mêler délibérément à la conversation et subsister sans sa validation. Le silence est le répit des hommes forts et confiants. Sherman avait une règle qu'il tentait de suivre. Ne jamais justifier ce que vous pensez ou faites avant que cela soit nécessaire. Peut-être qu'avec le temps, une meilleure raison surgira dans votre esprit. Le grand joueur de baseball et de football Bo Jackson avait décidé qu'il y avait deux choses qu'il voulait accomplir en tant que sportif à Auburn. Remporter le trophée Heisman et être choisi en premier dans la sélection de la NFL. À qui en a-t-il parlé? À personne, sauf à sa petite amie. Conserver une souplesse stratégique n'est pas le seul avantage de garder le silence pendant que d'autres jacassent. Il y a également un aspect psychologique. Le poète Hésiode y pensait lorsqu'il a dit « La langue parcimonieuse est certes un trésor excellent parmi les hommes. Parler nous épuise. Parler et se battre pour les mêmes ressources. » Les études ont montré que si visualiser l'objectif est important, à un certain moment, l'esprit commence à le confondre avec les véritables avancées. Il en va de même pour la verbalisation. Il a été prouvé que parler à haute voix pendant qu'on travaille à nos problèmes diminue sérieusement notre sagacité et nos progrès. Après avoir passé autant de temps à réfléchir, expliquer et discuter de la tâche, on a l'impression qu'on se rapproche de la solution. Pire encore, quand les choses se corsent vraiment, on se dit qu'on peut jeter l'éponge parce qu'on a tout essayé, même si ce n'est pas vrai. Plus la tâche est difficile, plus le résultat est incertain et plus les discussions nous coûteront, plus nous fuirons nos responsabilités. Parler a sapé toute l'énergie dont nous avions besoin pour conquérir ce que Steven Pressfield appelle la résistance, l'obstacle qui se dresse entre nous et l'expression créative. La réussite demande 100% de nos efforts, et parler dissipe une partie de ces efforts avant que l'on puisse les utiliser. Nous sommes nombreux à succomber à cette tentation, notamment lorsque nous sommes submergés, stressés ou surchargés de travail. Dans notre phase de construction, la résistance sera une source constante d'inconfort. Parler et s'écouter parler, s'adresser à un public est comme une thérapie. Je viens de passer 4 heures à en parler. Ça ne compte pas? En effet, ça compte pour du beurre. Faire du bon travail est une lutte. C'est épuisant, démoralisant, effrayant enfin. Pas toujours, mais c'est le ressenti que l'on peut avoir sur le coup. On parle pour remplir le vide et l'incertitude. Le vide, a dit un jour Marlon Brando, un acteur très calme, est terrifiant pour la plupart des gens. C'est comme si nous étions assaillis par le silence ou que nous y étions confrontés, notamment si nous avons laissé notre ego nous mentir au fil des ans. Ce qui est préjudiciable pour une bonne raison. Nous faisons du meilleur travail en nous battant contre le vide, en l'affrontant, au lieu de nous efforcer à le faire disparaître. Mais face aux défis personnels, que ce soit une recherche dans un nouveau domaine, monter une affaire, produire un film, s'assurer les services d'un mentor, ou encore avancer dans une cause importante, est-ce que vous cherchez le répit dans un discours ou foncez tête baissée dans la mêlée? Réfléchissez, ce n'est pas ce que fait la voix d'une génération. En fait, à bien y penser, on se rend compte que ces voix parlent peu. C'est une chanson, un livre, un discours, le volume de travail peut paraître faible, mais ce qui est dedans est concentré et important. Ces gens travaillent discrètement dans un coin. Ils transforment leurs troubles intérieurs en produits, et un jour en silence. Ils ignorent leurs envies de reconnaissance avant d'agir. Ils parlent peu. Peu leur importe que d'autres, en public, sous les projecteurs, obtiennent la meilleure part. Ce n'est pas vrai. Ils sont trop occupés à travailler pour faire quoi que ce soit d'autre. Mais quand ils s'expriment, c'est mérité. Le seul lien entre le travail et le bavardage est que l'un tue l'autre. Laissez les autres se féliciter pendant que vous suez dans votre labo ou salle de sport, ou que vous battez le pavé. Fermez ce trou,
celui au milieu de votre visage, qui peut vous vider de votre force vitale. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment vous vous améliorez. Être ou faire. Au cours de sa période de formation, l'esprit n'est pas entaché par la guerre avec le reste du monde. L'âme est comme un bloc de marbre de Paros brut, prêt à être façonné en quoi? L'un des grands stratèges et spécialistes militaires du XXe siècle est un homme dont peu soupçonne l'existence. Il s'appelait John Boyd. C'était un merveilleux pilote de chasse, un professeur et penseur hors pair. Après avoir combattu en Corée, il est devenu chef instructeur à la Fighter Weapons School sur la base aérienne de Nelly. On le surnommait 40 secondes Boyd pour illustrer le fait qu'il pouvait, à partir d'une position désavantageuse, prendre l'avantage sur un adversaire en moins de 40 secondes. Quelques années plus tard, il fut appelé au Pentagone où son véritable travail commença. D'un côté, ce n'est pas étonnant que le commun des mortels n'ait jamais entendu parler de John Boyd. Il n'a jamais publié de livre, seulement un rapport technique. Il n'y a que peu de vidéos de lui et les médias ne l'ont jamais cité. Malgré 30 années de service exemplaire, Boyd n'a jamais dépassé le rang de colonel. De l'autre côté, ses théories ont transformé les manœuvres de guerre dans quasiment toutes les branches de l'armée, non seulement de son vivant, mais par la suite également. Les avions de chasse F-15 et F-16, des engins révolutionnaires, étaient ses projets favoris. Il a principalement exercé son influence en tant que conseiller. À travers des briefings légendaires, il a enseigné à quasiment toute une génération de grands stratèges militaires. Sa participation à des plans militaires pour l'opération Bouclier du désert s'est faite sous forme de réunions en direct avec le secrétaire à la Défense, pas de façon publique ni officielle. Son premier levier pour appliquer les changements a été actionné par une succession d'élèves qu'il a protégés, instruits et inspirés. Aucune base militaire ne porte son nom. Aucun navire de guerre non plus. Il a pris sa retraite, pensant qu'il serait oublié, vivant modestement de sa pension dans un petit appartement. Il comptait plus d'ennemis que d'amis. Et si cette trajectoire inhabituelle avait été délibérée? Et si cela lui avait donné plus d'influence? Serait-ce déraisonnable de le penser? En fait, Boyd vivait simplement la leçon qu'il tentait d'enseigner à tous les jeunes prometteurs qu'il prenait sous son aile, qui avaient selon lui le potentiel de devenir quelqu'un, d'être quelqu'un de différent. Les stars montantes à qui il a enseigné ont sans doute beaucoup en commun avec nous. Le discours que Boyd a tenu à l'un de ses protégés en 1973 l'illustre parfaitement. Pressentant qu'il était arrivé à un point critique dans la vie d'un jeune officier, Boyd le convoqua à une réunion. Comme tout bon élève, le soldat était peu sûr de lui et impressionnable. Il cherchait la promotion et voulait réussir. Il était comme une feuille qui pouvait être soufflée dans n'importe quelle direction. Boyd le savait. Il lui a tenu un discours qu'il tiendrait de nombreuses fois jusqu'à devenir une tradition et un rite initiatique pour toute une génération de nouveaux chefs militaires. Tiger, un jour, tu atteindras une bifurcation sur ta route. Et il faudra que tu décides quelle direction prendre. Boyd céda de ses mains pour illustrer son propos. Si tu pars par là, tu pourras devenir quelqu'un. Il faudra que tu fasses des compromis et il faudra que tu renonces à tes amis. Mais tu seras un membre du club, tu seras promu et tu auras de bonnes missions. Boyd marqua une pause pour clarifier l'alternative. Ou bien, tu peux partir par là et faire quelque chose pour ton pays, pour ta base, pour toi-même. Si tu décides que tu veux faire quelque chose, tu ne seras peut-être pas promu, tu n'auras peut-être pas de bonnes missions et tu ne seras certainement pas le chouchou de tes supérieurs. Mais tu n'auras pas à te compromettre. Tu resteras fidèle à tes amis et à toi-même. Ton travail pourra peser dans la balance. Devenir quelqu'un ou faire quelque chose. Il y a souvent un appel dans la vie. C'est à ce moment qu'il faudra prendre une décision. Puis Boyd conclut avec des paroles qui allaient guider ce jeune homme et tant d'autres pour le reste de leur vie. Être ou faire? Quel choix vas-tu faire? Quoi que l'on cherche à faire dans la vie, la réalité s'immisce dans l'idéalisme de notre jeunesse. Cette réalité prend diverses formes et plusieurs noms. Prime, engagement, reconnaissance, politique. Dans tous les cas, cela peut rapidement nous réorienter de « faire » à « être ».
c'est passer de gagner à prétendre. Et l'ego participe continuellement à cette déception. C'est pour ça que Boyd souhaitait que les jeunes gens comprennent que si on ne fait pas attention, on peut facilement se retrouver corrompu par le poste que l'on visait. Alors, comment éviter de dérailler? On tombe souvent amoureux d'une image représentative de la réussite. Dans l'univers de Boyd, le nombre d'étoiles sur vos épaules ou la nature et le lieu de votre mission pourraient facilement passer pour un semblant de réalisation de soi-même. Pour d'autres, c'est l'intitulé de leur poste, l'école qu'ils ont fréquentée, le nombre d'assistants qui les entourent, l'emplacement de leur stationnement réservé, les bourses qu'ils ont obtenues, leur accès privilégié au PDG, leur bulletin de paie ou leur nombre d'admirateurs. Les apparences sont trompeuses. Avoir l'autorité n'est pas pareil qu'être une autorité. Avoir le droit et avoir raison sont aussi deux choses différentes. Être promu ne signifie pas forcément que vous faites du bon travail ni que vous méritez une promotion, on appelle ça échouer vers le haut, dans de telles bureaucraties. Impressionner des gens est très différent qu'être réellement impressionnant. Alors, avec qui êtes-vous? Quel côté allez-vous choisir? Tel est le questionnement que la vie nous propose. Boyd avait mis au point un autre exercice. En rendant visite ou en s'adressant à des groupes d'officiers de l'Air Force, il écrivait sur le tableau noir en gros caractères les mots « devoir »,« honneur »,« nation ». Puis il les raturait et les remplaçait par « fierté »,« pouvoir »,« avidité ». Il voulait souligner que de nombreux systèmes et structures dans l'armée, ceux par lesquels les soldats doivent passer pour obtenir des promotions, peuvent corrompre les valeurs qu'ils veulent défendre. L'historien Will Durant a déclaré qu'une nation naissait stoïque et mourait épicurienne. C'est la triste vérité que Boyd illustrait en stigmatisant les vertus qui tournent mal. Combien de fois en avons-nous été témoins dans notre vie, dans le domaine sportif, dans nos relations avec les autres, nos projets ou nos proches? Ainsi agit l'ego. Il efface ce qui est important et le remplace par ce qui ne l'est pas. Beaucoup de gens veulent changer le monde, et c'est une bonne chose. On veut être le meilleur dans notre domaine. Personne n'a envie d'être une coquille vide, mais dans la pratique, lequel des 3 mots que Boyd a écrits sur le tableau noir va vous y conduire? Lequel exercez-vous actuellement? Qu'est-ce qui vous anime? Le choix que nous propose Boyd est une question d'objectif. Quel est le vôtre? Que venez-vous faire ici? Un objectif vous aide à répondre à la question « être ou faire ». Si ce qui vous importe est votre réputation, votre insertion, votre aisance dans la vie, alors votre voie est claire. Dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Recherchez l'attention par un travail discret mais important. Acceptez les promotions et suivez la route que les personnes performantes prennent dans votre domaine. Faites vos preuves, cochez les cases, prenez le temps qu'il faut et laissez les choses telles qu'elles sont. Cherchez à gonfler votre renommée, votre salaire, votre titre et profitez-en. Un homme est travaillé par ce sur quoi il travaille, a déclaré Frédéric Douglass. Il en savait quelque chose. Il avait été esclave et il avait constaté ce que ça faisait à tout le monde, y compris aux esclavagistes. Une fois libre, il a vu que les choix que les gens faisaient, à propos de leur carrière, de leur vie, avaient les mêmes effets. Ce qu'on choisit de faire avec son temps et ce qu'on choisit de faire pour l'argent nous travaille. Boyd savait que le chemin de l'égocentrique exige de nombreux compromis. Mais si votre objectif vous dépasse, accomplir quelque chose, vous prouver quelque chose, alors soudain tout devient à la fois plus facile et plus compliqué. Plus facile dans le sens où vous savez désormais ce qu'il faut faire et ce qui est important à vos yeux. Les autres choix s'effacent, car ce ne sont pas vraiment des choix, plutôt des distractions. C'est une question d'action, pas de reconnaissance. C'est plus facile dans le sens où vous ne faites pas de compromis, mais plus compliqué parce que chaque possibilité, même gratifiante, doit être évaluée selon des lignes directrices strictes. Est-ce que ça m'aide à réaliser mon objectif? Est-ce que ça me permet de faire ce que je dois faire? Est-ce que je suis égoïste ou désintéressé? Évidemment, il ne s'agit pas de « qui ai-je envie d'être dans la vie ?» mais de « qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie ?» En mettant de côté l'intérêt personnel, on se pose les questions. Quelle vocation est-ce que ça sert? Quels principes gouvernent mes choix? Est-ce que je veux être comme les autres ou faire quelque chose de différent? En d'autres termes, c'est plus compliqué parce que tout ressemble à un compromis.
Il n'est jamais trop tard, mais plus on se pose ces questions tôt, mieux c'est. Boyd a indéniablement changé et fait progresser son domaine comme nul autre depuis les théoriciens militaires Sun DSU ou von Clausewitz. Il était surnommé Jean J. John pour sa façon de ne jamais laisser un obstacle ou un adversaire l'empêcher de faire ce qu'il devait faire. Il y avait un prix à payer pour ses choix. On l'appelait le « ghetto-colonel » à cause de son mode de vie spartiate. À sa mort, on a retrouvé chez lui des milliers de dollars sous forme de chèques, de notes de frais non encaissés émis par des sociétés privées, qu'il assimilait à des pots de vin. Ce n'était pas sa faute s'il n'a jamais dépassé le grade de colonel, il avait été retenu à plusieurs reprises pour des promotions. En l'oubliant, l'histoire l'a puni pour le travail qu'il a effectué. Pensez Y la prochaine fois que vous vous sentirez être en droit, la prochaine fois que vous confondrez la célébrité et le rêve américain. Pensez à la façon dont vous pourriez vous mesurer avec un grand homme comme lui. Pensez la prochaine fois que vous aurez ce choix à faire, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce qu'il s'agit d'ego? Êtes-vous prêt à prendre la bonne décision ou est-ce que les récompenses brillent encore au loin? Être ou faire, la vie est un appel constant. L'éternel étudiant. Ne pas laisser les fantômes revenir et dire « Mon entraînement n'était pas suffisant ». Inscription à l'école de formation des pompiers de New York au début des années 1980. En avril, une seule journée s'est transformée en un cauchemar pour un guitariste et en un travail de rêve pour un autre. Les membres du groupe de métal underground Metallica s'étaient réunis pour une séance d'enregistrement dans un entrepôt décrépit de New York et ont informé de but en blanc leur guitariste, Dave Mustaine, qu'il était renvoyé. Ils lui ont donné un billet de bus pour qu'il rentre à San Francisco. Ce même jour, Kirk Hammett, jeune guitariste d'accent grave peine 20 ans, a hérité du poste au sein du groupe. Catapulté dans une nouvelle vie, il a participé à son premier concert avec Metallica quelques jours après. On pourrait croire que c'était le moment que Hammett avait attendu toute sa vie. C'est vrai. Même si Metallica n'était connu que dans un cercle relativement fermé, c'était un groupe prometteur. Ils avaient déjà commencé à repousser les limites du thrash metal et le culte de la célébrité était lancé. En quelques années à peine, ils allaient devenir l'un des meilleurs groupes au monde, vendant plus de 100 millions d'albums. C'est à cette époque que Kirk a eu une prise de conscience assez humiliante. Malgré ses années de pratique de la guitare et son intégration dans le groupe Metallica, il n'était pas aussi bon guitariste qu'il ne l'aurait voulu. Chez lui, à San Francisco, il a cherché un professeur de guitare. Même s'il avait intégré le groupe dont il rêvait et qu'il était littéralement passé guitariste professionnel, Kirk souhaitait une formation supplémentaire, en gros, il était éternel étudiant. Le professeur qu'il a trouvé avait la réputation d'être l'enseignant des profs de guitare et il travaillait pour des prodiges de la musique tels que Steve Vai. Joe Satriani, l'homme que Hammett avait choisi en tant qu'instructeur, allait devenir l'un des meilleurs guitaristes au monde et vendre plus de 10 millions d'albums d'une musique unique et virtuose. Il enseignait dans une petite boutique de musique à Berkeley. Le style de Satriani en faisait un choix étonnant de la part de Hammett. Mais c'était le but, Kirk voulait apprendre ce qu'il ignorait, compléter ses connaissances des fondamentaux afin de continuer d'explorer le nouveau genre musical qu'il avait la chance de développer. Satriani s'est vite aperçu des lacunes de Hammett, et il ne s'agissait pas de talent. Le truc avec Kirk, c'est qu'il était déjà un très bon guitariste à son arrivée ici. Il faisait déjà des solos. Il déchirait. Il était très habile de la main droite et il connaissait la plupart des accords, mais il n'avait pas appris à jouer dans un environnement où l'on enseigne les noms des accords et comment tout relier. Les séances de travail n'étaient pas forcément délirantes. Satriani a expliqué que ce qui différenciait Hammett était sa volonté d'endurer ce genre de formation, ce que les autres refusaient. C'était un bon élève. Beaucoup de ses copains guitaristes se plaignaient que j'étais un professeur trop exigeant. La méthode Satriani était simple, des leçons hebdomadaires à apprendre. Si elle n'était pas sue, Hammett ferait perdre son temps à tout le monde et ce n'était pas la peine qu'il revienne. Pendant les 2 années qui ont suivi, Kirk s'est plié aux exigences de Satriani, revenant chaque semaine pour recevoir une critique objective, faire des exercices de technique et assimiler la théorie pour l'instrument qu'il allait finir par jouer devant des centaines de milliers de personnes. Même après ces 2 ans de formation, Kirk venait présenter à Satriani les licks et riffs qu'il avait travaillés avec le groupe.
Il a appris à refréner son instinct de toujours en rajouter davantage. Il a peaufiné sa capacité à produire plus avec moins de notes et pu se concentrer sur son ressenti, exprimer ses notes à bon escient. Chaque fois, il s'améliorait en tant que guitariste et artiste. Ce qu'il y a de bien avec le fait d'être étudiant n'est pas seulement qu'il s'agit d'une longue période d'apprentissage, mais aussi qu'on confie son ego et son ambition à quelqu'un d'autre. L'ego est limité par une sorte de plafond imposé. Tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas dépasser le maître qu'il instruit. Si on s'en remet à son maître, on se subsume. On ne peut pas faire semblant ou raconter des salades. Une éducation ne peut pas être piratée. Il n'y a pas moyen d'y couper au quotidien. Autrement, le maître vous laisse tomber. Personne n'aime penser que quelqu'un d'autre est meilleur que soi. Ou qu'il nous reste beaucoup à apprendre. On veut en avoir fini, on veut être prêt. On est occupé et surchargé. C'est pour ça que réévaluer ses talents à la baisse est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie, mais c'est presque toujours un passage obligé de la maîtrise. Prétendre savoir est notre vice le plus dangereux, car il nous empêche de nous améliorer. Une auto-évaluation rigoureuse est le remède. Quels que soient vos goûts en matière de musique, le résultat a été que Tammet est devenu l'un des meilleurs guitaristes métal au monde, menant le thrash metal d'un mouvement underground à un genre universel dynamique. Avec ses leçons, Satriani a peaufiné sa propre technique et a lui-même fait beaucoup de progrès. L'élève et le professeur ont tous deux rempli des stades et remanié le paysage musical. De son côté, le champion d'arts martiaux mixtes plusieurs fois titré Frank Shamrock a inventé un système pour entraîner les combattants qu'il appelle plus, moins, égal. Pour progresser, chaque combattant a besoin d'un adversaire meilleur que lui pour apprendre de lui, d'un adversaire moins bon que lui pour le former et d'un adversaire de force équivalente pour se défier. L'objectif de la formule de Shamrock est simple. Obtenir un retour réel et constant de ce qu'ils savent et ignorent sous tous les angles. Cela élimine tout ego qui s'emballe, la peur qui fait douter de nous, et toute paresse qui nous donnerait envie de nous la couler douce. Comme l'a fait remarquer Shamrock, les idées fausses qu'on a de soi nous détruisent. Moi, je veux toujours rester apprenti. C'est la philosophie des arts martiaux. Il faut utiliser cette humilité comme un outil. On se place sous l'autorité de quelqu'un en qui on a confiance. Cela commence par accepter le fait que d'autres en sachent plus que vous et que vous pouvez bénéficier de leurs connaissances, puis en recherchant et détruisant les illusions que vous avez sur vous-même. Avoir un état d'esprit d'apprenti ne se limite pas au sport ou à la musique. Un scientifique doit aussi connaître les principes fondamentaux de la science et les découvertes faites dans son domaine. Un philosophe doit avoir des connaissances approfondies et savoir qu'il sait peu de choses, comme Socrate. Un écrivain doit connaître les grands classiques, mais aussi lire ce que ses contemporains écrivent. Un historien doit connaître l'histoire antique et moderne, en plus de sa spécialité. Les sportifs professionnels ont des entraîneurs, et même les hommes politiques puissants ont des conseillers et des mentors. Pourquoi ? Pour devenir des spécialistes et le rester, ils doivent tous connaître le passé, le présent et le futur. Ils doivent assimiler les connaissances fondamentales dans leur domaine et leur environnement, sans se fossiliser et rester coincés à une époque. Ils doivent apprendre continuellement. Nous devons tous devenir notre propre professeur, tuteur et critique. Pensez à ce qu'aurait pu faire Ahmet, ce que nous aurions fait à sa place si nous étions propulsés au rang de rockstar ou de célébrité en devenir dans notre domaine. On serait tenté de penser « j'ai réussi, j'y suis parvenu ». Ils ont renvoyé l'autre parce qu'il n'est pas aussi bon que moi. Ils m'ont choisi parce que j'ai ce qu'il faut. S'il avait pensé ainsi, on n'aurait probablement jamais entendu parler de lui ni de Metallica. Après tout, il y a une kyrielle de groupes de métal qui sont tombés dans l'oubli dans les années 1980. Un véritable élève est comme une éponge. Il absorbe ce qui se passe dans son environnement, il filtre les informations et retient ce qu'il faut retenir. Un élève sera autocritique et automotivé. Il essaiera toujours d'approfondir ses connaissances afin de passer au sujet suivant, au prochain défi. Un véritable apprenti sera aussi son propre maître et critique. Il n'y a pas de place pour l'ego. Reprenez l'exemple du combat. La conscience de soi y est particulièrement cruciale,
car les adversaires cherchent constamment à opposer leur force contre une faiblesse. Si un combattant n'est pas capable d'apprendre et de s'entraîner tous les jours, s'il ne cherche pas constamment ce qu'il pourrait améliorer en évaluant ses faiblesses et en empruntant de nouvelles techniques à ses pairs et adversaires, il sera cassé et démoli. Pour nous autres, ce n'est pas très différent. Ne sommes-nous pas en train de nous battre pour ou contre quelque chose? Croyez-vous être le seul à espérer atteindre votre but? Vous ne croyez sûrement pas que vous êtes le seul à vouloir décrocher la timbale. Les gens sont surpris de découvrir les aspirations humbles qu'avaient les grands hommes. Comment ça, ils n'étaient pas agressifs, en droit, conscients de leur grandeur ou de leur destinée? En réalité, bien qu'ils fussent confiants, l'acte d'être un éternel étudiant les a gardés humbles. C'est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir, disait Épictète. On n'apprend rien si on croit déjà savoir. On ne trouve pas les réponses si on est trop vaniteux ou sûr de soi pour poser les questions. On ne peut pas devenir meilleur si on est convaincu d'être le meilleur. L'art d'accepter les critiques est indispensable dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de critiques négatives ou dures. On ne doit pas seulement accepter la critique, mais la solliciter activement, chercher le négatif quand nos amis, notre famille et notre cerveau nous disent qu'on réussit bien. L'ego évite à tout prix les critiques. Qui a envie de passer par la formation de rattrapage? L'ego pense déjà savoir comment et qui nous sommes, c'est-à-dire des gens spectaculaires, parfaits, géniaux, réellement innovateurs. L'ego déteste la réalité et préfère sa propre idée. L'ego ne permet pas non plus une véritable incubation. Devenir ce que nous espérons demande souvent une longue période obscure à rester sûr et à se battre avec un sujet ou un paradoxe. L'humilité est ce qui nous retient. On s'inquiète du fait qu'on ne sait pas encore suffisamment de choses et qu'il faut continuer à apprendre. L'ego accélère les choses, déclarant que la patience est pour les perdants et la considérant à tort comme une faiblesse. L'ego prétend qu'on est assez bon pour présenter notre talent au reste du monde. Pendant qu'on est là, assis à relire notre travail, pendant qu'on fait notre première présentation, qu'on s'apprête à ouvrir notre première boutique ou qu'on s'habille pour la dernière répétition générale, l'ego est l'ennemi, il nous donne un retour d'information faussé, déconnecté de la réalité. Il est défensif au moment où on ne peut pas se permettre d'être sur la défensive. Il nous empêche de nous améliorer en nous disant qu'on n'en a pas besoin. Et ensuite, on se demande pourquoi on n'obtient pas les résultats escomptés, pourquoi les autres sont meilleurs que nous, pourquoi leur réussite est plus durable que la nôtre. Aujourd'hui, les livres n'ont jamais été aussi bon marché. Les cours sont gratuits. Il n'existe plus de barrière entre les enseignants et nous. Merci la technologie. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne pas avoir accès à l'éducation, et parce que l'information à notre disposition est infinie, on n'a pas d'excuses pour arrêter notre apprentissage. Nos professeurs dans la vie ne sont pas seulement ceux qu'on paie, comme Ahmet a payé Satriani. Ils ne font pas non plus partie d'une sorte de dojo, comme dans le cas de Shamrock. Beaucoup des meilleurs enseignants sont bénévoles parce que, comme vous, ils ont été jeunes et qu'ils ont eu les mêmes objectifs que les vôtres. Nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience de fournir un enseignement, ce sont simplement des modèles, voire des figures historiques dont les leçons survivent dans les livres et les essais. Mais l'ego nous rend si entêtés et hostiles à la critique qu'il nous éloigne des professeurs de vie ou les place hors de notre portée. Pourtant, comme le dit l'ancien proverbe, lorsque l'étudiant est prêt, le professeur apparaît. Évitez de s'emballer. La passion, tout est une question de passion. Trouvez sa passion. Vivre passionnément. Inspirez le monde par votre passion. Le public se presse au festival Burning Man, rencontre artistique dans le désert de Black Rock au Nevada, pour y trouver de la passion, pour se fondre dans la passion, pour raviver la flamme de leur passion. Il en est de même pour les conférences TED, le désormais énorme SXSW, festival de musique, de cinéma et de médias interactifs à Austin, Texas, et des milliers d'autres événements, colloques et sommets, tous alimentés par ce qu'ils déclarent être la force la plus importante de la vie. Voici ce que ces gens ne vous disent pas. Votre passion peut être le truc qui vous empêche d'atteindre le pouvoir, d'avoir de l'influence ou même d'accomplir des choses. C'est parce que souvent, nous échouons avec passion et non pas à cause d'elle. Au début de sa carrière politique,
Un visiteur a parlé de l'intérêt passionné d'Eleanor Roosevelt pour un texte de loi sociale. Il le disait comme un compliment, mais la réponse d'Eleanor a été éloquente. Certes, je soutiens cette cause, mais je ne pense pas que le terme passionné s'applique à moi. En tant que femme douce, accomplie et patiente, née à une époque où les braises des vertus discrètes de l'ère victorienne étaient encore chaudes, Eleanor Roosevelt était au-delà de la passion. Elle avait un objectif. Elle était déterminée. Ce n'était pas la passion qui la guidait, mais la raison. De leur côté, George W. Bush, Dick Cheney et Donald Rumsfeld étaient passionnés par l'Irak. Christopher M.C. Candless brûlait de passion lorsqu'il a entrepris son voyage au bout de la solitude. Tout comme Robert Falcon Scott, parti explorer l'Arctique, mordu par la course au pôle, ainsi que de nombreux alpinistes lors de l'ascension tragique de l'Everest en 1996, frappés temporairement par ce que les psychologues appellent aujourd'hui la théodyssée de l'objectif. L'inventeur du Segway et ses investisseurs croyaient détenir une invention qui allait changer le monde et ont tout fait pour la promouvoir. Il est incontestable que toutes ces personnes, intelligentes et talentueuses, croyaient ardemment en ce qu'elles faisaient. Il est clair aussi qu'elles n'étaient pas préparées, incapables d'entendre les avis contraires et les mises en garde de leur entourage. C'est aussi le cas d'innombrables entrepreneurs, auteurs, chefs, gérants d'entreprises, politiques et designers dont vous n'avez jamais entendu parler et dont vous n'entendrez jamais parler parce que leur barque a coulé à peine sortie du port. Comme tout amateur, ils avaient de la passion mais il leur manquait autre chose. Attention, je ne parle pas d'attention soutenue, mais d'une autre sorte de passion, un enthousiasme débridé, l'envie de sauter sur ce qui se tient devant soi avec zèle, la boule d'énergie que nos professeurs et gourous disaient être notre atout primordial. C'est ce désir brûlant, insatiable de nous lancer vers, ou parvenir à, un objectif vague, lointain et ambitieux. Cette motivation d'apparence inoffensive, anodine, est si éloignée du droit chemin que cela nous fait mal. N'oubliez pas, zélé est simplement une façon sympa de dire taré. Un jeune basketteur de l'équipe de l'UCLA, Lewis Alcindor Jr. 3 fois champion national, disait de son célèbre entraîneur, John Wooden, qu'il était sans passion. Wooden n'était pas enthousiasmé par les discours et les sources d'inspiration. Pour lui, ces émotions supplémentaires étaient un fardeau. Sa philosophie, c'était plutôt la maîtrise et faire le boulot sans jamais être esclave de la passion. Ce basketteur qui a appris cette leçon de Wooden allait plus tard changer de nom pour devenir le célèbre Karim Abdul-Jabbar. Personne n'oserait qualifier Eleanor Roosevelt, John Wooden ou le discret basketteur Karim d'apathiques. On ne dirait pas plus d'eux qu'ils étaient frénétiques ou fervents. Eleanor Roosevelt, l'une des militantes les plus puissantes et influentes de l'histoire et sans aucun doute la première dame la plus importante d'Amérique, était surtout connue pour sa grâce, sa prestance et son engagement. Wooden a remporté 10 titres en 12 ans, dont 7 d'affilée parce qu'il avait mis au point un système pour gagner et l'avait transmis à son équipe. Aucun des deux ne laissait l'excitation les gagner. Leur corps n'était pas sans cesse en mouvement. Il leur a fallu des années pour devenir les personnes que l'on connaît. C'était un processus d'accumulation. Dans l'effort, on fait face à des problèmes complexes, des situations jusque-là inédites pour nous. Les possibilités ne sont pas de grandes piscines profondes qui nécessitent du courage et de l'audace pour plonger dedans. Elles sont obscures, masquées de poussière, bloquées par diverses formes de résistance. Ce qui est vraiment nécessaire dans ces circonstances, c'est la clarté, la résolution, une détermination méthodologique. Mais trop souvent, nous agissons ainsi. Un éclair d'inspiration. Je veux être le meilleur et le plus grand de tous les temps. Être le plus jeune. Être le seul à EXT. En gros, on veut être premier avec le plus. Le conseil. Bon, voilà ce que tu dois faire étape par étape pour y arriver. La réalité, on n'entend que ce que l'on veut entendre. On fait ce qu'on a envie de faire et même en étant incroyablement occupé et en travaillant très dur, on n'accomplit pas grand-chose. Pire encore, on se retrouve dans un bourbier qu'on n'a pas anticipé. Puisqu'on ne voit que le côté passionné de ceux qui réussissent,
On oublie que les échecs partagent cette même caractéristique. On ne conçoit pas les conséquences avant de regarder leur trajectoire. Chez Segway, l'inventeur et les investisseurs ont cru à tort que la demande était beaucoup plus forte qu'elle ne l'était en vérité. Avant le déclenchement de la guerre en Irak, ses partisans ont ignoré les objections et les critiques négatives, car cela était contraire à ce qu'ils avaient besoin de croire. La fin tragique de l'histoire. Into the Wild est le résultat de la fougue naïve de la jeunesse et du manque de préparation. Pour Robert Falcon Scott, c'était l'excès de confiance et de zèle, et le refus de prendre en compte les véritables dangers. On imagine que Napoléon débordait de passion en envisageant d'envahir la Russie. Il ne s'en est libéré qu'en rentrant avec une fraction de l'armée avec laquelle il était parti si confiant. Beaucoup d'autres exemples illustrent les mêmes erreurs. Trop d'investissement ou pas assez. Agir avant d'être vraiment prêt, casser ce qui demande d'être manipulé avec délicatesse, on parle d'ivresse de la passion plutôt que de malveillance. Généralement, la passion cache une faiblesse. Son essoufflement, son impétuosité et sa frénésie sont de pauvres substituts de la discipline, de la maîtrise, de la force, du sens de mission, de la persévérance. Il faut savoir le repérer chez les autres et en soi-même car, si l'origine de la passion est sincère et saine, ses effets sont risibles puis monstrueux. La passion se décèle chez ceux qui vous décrivent avec force détail la personne qu'ils deviendront et leur réussite. Ils pourraient même vous préciser quand elle adviendra, ou exprimer leurs inquiétudes sincères quant au fardeau de ses réalisations. Ils pourront vous dire tout ce qu'ils vont faire ou même ce qu'ils ont commencé, mais ils seront incapables de vous montrer leur progression. Parce qu'il n'y en a pas, en général. Alors, comment peut-on être occupé et ne rien accomplir? C'est là tout le paradoxe de la passion. Si la définition de la folie est de tenter quelque chose à de multiples reprises et espérer obtenir un résultat différent, alors la passion est une forme de retard mental qui émousse délibérément nos fonctions cognitives les plus importantes. Avec le recul, le gâchis est souvent affligeant. On a grillé nos plus belles années comme des pneus qui patinent sur l'asphalte. Les chiens, Dieu merci, sont passionnés. Beaucoup d'écureuils, d'oiseaux, de boîtes, de couvertures et de jouets ne font pas ce pour quoi ils sont faits. Un chien a un avantage dans tout ça. Une mémoire très courte qui repousse l'impression rampante de futilité et d'impuissance. D'un autre côté, pour nous autres humains, la réalité n'a aucune raison d'être sensible aux illusions qui nous bercent. Elle finira par s'imposer. Dans notre ascension, nous autres êtres humains avons besoin d'objectifs et de réalisme. On pourrait dire qu'un but est comme une passion sans frontières. Le réalisme est le détachement et les perspectives. Quand on est jeune, ou que notre cause est jeune, on ressent les choses si intensément, comme les hormones. La passion est forte pendant la jeunesse, qu'on a l'impression que c'est mal de prendre son temps. Mais ce n'est que de l'impatience. C'est notre incapacité à voir que s'épuiser ou exploser ne va pas faire avancer la cause. La passion est « par ». Je suis passionné par. L'objectif est de et pour. Je dois faire. Je suis là pour accomplir. Je suis prêt à supporter pour ça. En réalité, l'objectif diminue l'importance du jeu. L'objectif, c'est poursuivre quelque chose en dehors de soi, par opposition à se faire plaisir. Mais au-delà de l'objectif, il nous faut du réalisme. Par où commencer? Que faire en premier? Que faire à cet instant précis? Comment être sûr que ce que nous entreprenons nous fait avancer? Nous nous comparons à quoi? Les grandes passions sont des maladies sans espérance, comme l'a dit Goethe. C'est pour cette raison que les personnes réfléchies et déterminées agissent à un autre niveau, au-delà de l'influence et de la maladie. Ils embauchent des experts, posent des questions, demandent ce qui pourrait aller de travers, demandent des exemples. Ils planifient les imprévus. Puis ils partent pour le champ de course. Généralement, leur départ est lent, ponctué de petites étapes qu'ils complètent les unes après les autres. Ils cherchent à avoir des avis sur la façon d'améliorer l'étape suivante. Ils engrangent des gains, puis s'améliorent au fur et à mesure, tirant souvent parti de ces gains pour une croissance exponentielle plutôt qu'arithmétique. Est-ce qu'une approche itérative est moins excitante qu'un manifeste, une révélation, traverser tout le pays pour surprendre un proche ou envoyer un courriel de 4000 mots à cœur ouvert en plein milieu de la nuit?
Évidemment. Est-ce moins glamour et téméraire que de foncer tête baissée et d'utiliser votre carte de crédit jusqu'à son plafond parce que vous croyez en vous? Absolument. Il en va de même pour les feuilles de calcul, les réunions, les déplacements, les coups de fil, les logiciels, les outils et les systèmes internes et tous les articles pédagogiques écrits à ce sujet et les habitudes des célébrités. La passion, c'est la forme avant la fonction. Le but n'est que fonction, fonction et fonction. Le travail critique que vous souhaitez effectuer demandera toute votre réflexion et attention. Pas de passion. Pas de naïveté. Ce serait nettement mieux si vous étiez intimidé par ce qui vous attend, empli d'humilité par son ampleur et déterminé à aller jusqu'au bout, malgré tout. Laissez la passion aux amateurs. L'important est ce que vous avez l'impression de devoir faire et dire, pas ce qui vous importe et ce que vous désirez devenir. Souvenez-vous des mots de Talleyrand aux diplomates. Surtout, pas trop de zèle. C'est là que vous accomplirez de grandes choses. C'est là que vous arrêterez d'être votre ancien vous, bien intentionné mais inefficace. La stratégie de la toile vierge. Les grands hommes se sont presque toujours montrés aussi prêts à obéir qu'ils l'ont été à commander par la suite. Il existait dans le système romain des arts et des sciences un concept pour lequel nous n'avons qu'un analogue partiel. À l'époque, les commerçants, les politiciens ou les playboys aisés parrainaient des écrivains, des penseurs, des artistes et des orateurs. Outre le fait d'être payés pour produire des œuvres, ces artistes effectuaient aussi des tâches en échange d'une protection, de nourriture et de cadeaux. Ils avaient un rôle d'antéambulo, qui signifie littéralement « celui qui ouvre la voie ». L'antéambulo marchait devant son patron à Rome, frayant le passage, communiquant des messages, et généralement en rendant la vie de leur protecteur plus agréable. Le célèbre poète Martial a tenu ce rôle pendant des années auprès de Méla, un riche commerçant et frère de Sénèque, grand philosophe stoïcien et conseiller politique. Issu d'une famille modeste, Martial a aussi servi un autre commerçant appelé Pétilius. Jeune écrivain, il passait ses journées à se déplacer entre ses différents clients, leur offrant ses services, les saluant et recevant en retour des petites faveurs et dédommagements. Mais voici le problème. Comme la plupart d'entre nous avec nos stages et nos postes de début de carrière, ou par la suite éditeur, patron ou client, Martial détestait son rôle. Il pensait que ce système le rendait esclave. Aspirant à vivre comme un propriétaire terrien comme ses patrons, Martial voulait posséder des richesses et un domaine en propre. Il rêvait que de cette façon, il pourrait enfin travailler en paix et en totale indépendance. Résultat, ses épigrammes sont entachées de haine et d'amertume envers l'aristocratie romaine dont il se sentait cruellement mis à l'écart. Malgré sa rage impuissante, Martial ne voyait pas que sa position unique en marge de la société lui donnait une vision si fascinante de la culture romaine qu'elle perdure encore aujourd'hui. Et s'il avait pu l'accepter au lieu d'être chagriné par un tel système? Et s'il avait pu apprécier les possibilités qu'on lui offrait? Eh bien, non. Il était dévoré de l'intérieur. C'est une attitude courante qui transcende les générations et les sociétés. Le génie furieux que l'on mésestime est forcé de faire des choses qu'il n'apprécie pas, pour des gens qu'il ne respecte pas, tout en se faisant une place dans le monde. Comment ose-t-on me forcer à ramper ainsi? Quelle injustice! Quel gâchis! Nous le retrouvons dans des exemples de procès où les stagiaires poursuivent leurs employeurs pour être payés. Nous voyons des jeunes préférant rester chez leurs parents plutôt que se présenter à un poste où ils seraient surqualifiés. Nous voyons l'individu dans l'incapacité à accepter les conditions des autres, dans le refus de prendre du recul pour potentiellement progresser. Je ne laisserai personne me dépasser. Je préfère que personne n'obtienne rien. Cela vaut la peine de regarder en quoi ça serait indigne de servir quelqu'un. En réalité, on doit à l'apprenti d'innombrables œuvres dans ce monde. Tout le monde, de Michel-Ange à Léonard de Vinci en passant par Benjamin Franklin, a été contraint de faire avec ce système. Si vous allez devenir la célébrité que vous pensez devenir, n'est-ce pas une position temporaire plutôt banale? Lorsqu'on décroche son premier emploi ou qu'on intègre une nouvelle société, on nous donne souvent ce conseil: valorisez les autres et ça ira pour vous. Faites profil bas et servez le grand patron. Évidemment, ce n'est pas ce que le jeune qui a été choisi parmi ses pairs a envie d'entendre.
Ce n'est pas ce à quoi un diplômé de Harvard s'attend, après tout, il a obtenu un diplôme d'une grande université pour justement éviter cette prétendue humiliation. Mais retournons le problème pour qu'il n'ait pas l'air aussi avilissant. Il ne s'agit pas de lécher des bottes. Il ne s'agit pas de valoriser quelqu'un. Il s'agit de fournir un soutien pour que les autres puissent performer. Une meilleure façon de dire les choses serait « Trouver une toile vierge pour que les autres peignent dessus ». Soyez l'antéambulo. Dégagez le passage pour vos supérieurs et vous finirez par ouvrir votre propre voie. Quand on commence la vie active, quelques réalités fondamentales s'imposent. Premièrement, vous n'êtes pas aussi bon ou important que vous le pensez. Deuxièmement, votre comportement est à revoir. Troisièmement, la plupart des choses que vous savez ou que vous avez apprises dans les livres sont fausses ou désuètes. Il y a un moyen fabuleux d'éliminer tout ça de votre système. Attachez-vous à des gens et des entreprises qui réussissent déjà, incluez votre identité dans la leur et avancez simultanément ensemble. C'est beaucoup plus gratifiant de poursuivre sa propre gloire, mais certainement pas aussi efficace. L'obéissance est le moyen d'avancer. C'est l'autre effet de ce comportement. Il diminue l'ego à un moment charnière dans votre carrière, ce qui vous permet d'absorber tout sans les obstructions qui bloquent la vision et le progrès des autres. Personne ne cautionne la flagornerie. Il s'agit au contraire de voir ce qui se passe de l'intérieur, de chercher des possibilités pour quelqu'un d'autre que vous. Rappelez-vous, antéambulo signifie ouvrir la voie, trouver la direction qu'une personne a l'intention d'emprunter et la libérer des contraintes afin qu'elle puisse se concentrer sur ses forces. Il s'agit de réellement faciliter les choses au lieu de faire semblant de le faire. On connaît tous les fameuses lettres que Benjamin Franklin a écrites sous divers pseudonymes comme Silence Dogood. À l'époque, on criait au prodige, mais les gens rataient le plus impressionnant. Franklin a écrit ces lettres, les a soumises à des imprimeurs en les glissant sous leur porte et n'en a tiré aucune reconnaissance jusqu'à bien plus tard dans sa vie. C'était son frère, le propriétaire de l'imprimerie, qui a profité de leur popularité. Il les éditait régulièrement en première page de ses journaux. Franklin jouait le jeu, apprenant comment fonctionne l'opinion publique, créant une prise de conscience en ce qu'il croyait, peaufinant son style, son ton et son esprit. C'est une stratégie qu'il a appliquée à plusieurs reprises au cours de sa carrière, allant même un jour jusqu'à se faire éditer dans le journal d'un concurrent pour éliminer un troisième adversaire. Franklin percevait l'avantage de valoriser les autres et de les laisser s'attribuer le mérite de vos idées. Bill Belichick, l'entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, équipe de football américain avec laquelle il a remporté 4 fois le Super Bowl, a gravi les échelons de la NFL grâce à son amour et sa maîtrise d'un aspect du travail que ses pairs dénigraient à l'époque, l'analyse des vidéos. Son premier poste dans le football professionnel était chez les Colts de Baltimore où il était bénévole. Sa sagacité qui offrait des munitions et des stratégies critiques pour les matchs était exclusivement dévolue aux entraîneurs confirmés. Il s'est nourri de ce qui était considéré comme des corvées. Il en réclamait et s'est démené pour devenir le meilleur là où les autres se considéraient trop bien pour le faire. C'était une véritable éponge. Il assimilait tout, écoutait tout, a expliqué un entraîneur. On lui donnait une mission et il disparaissait au fond d'une pièce. On ne le revoyait que quand il avait terminé. Il en réclamait toujours plus, a déclaré un autre coach. Comme on peut aisément le deviner, Belichick a vite commencé à être rémunéré pour son travail. Avant cela, au lycée, c'était un joueur si compétent dans ce sport qu'il était considéré comme assistant de l'entraîneur pendant les matchs. Le père de Belichick, lui-même assistant de football américain à la Navy, lui avait enseigné la base de la politique du sport. S'il voulait faire un rapport à son entraîneur ou contester une décision, il devait le faire en privé, en s'effaçant, pour ne pas offenser son supérieur. Il a appris à devenir une étoile montante sans menacer ou aliéner quiconque. En d'autres termes, il maîtrisait la stratégie de la toile vierge. Le danger de l'orgueil. L'homme fier a toujours un regard condescendant sur les choses et les gens. Et bien sûr, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne pouvez voir au-dessus de vous. À 18 ans, c'est un Benjamin Franklin plutôt triomphant qui est revenu à Boston, la ville qu'il avait fui 7 mois plus tôt. Rempli de fierté et de fatuité, il portait un nouveau costume, une montre et une poche pleine de pièces qu'il montrait à tous ceux qu'il croisait,
y compris son frère aîné qu'il cherchait à impressionner. La posture typique d'un garçon qui n'était rien de plus qu'un employé dans une imprimerie de Philadelphie. Lors d'une rencontre avec Cotton Mather, l'une des figures les plus respectées de la ville et ancien rival, Franklin a vite montré à quel point son jeune ego était devenu ridiculement gonflé. Il discutait avec Mather en marchant dans un couloir lorsque ce dernier a soudain crié « Baisse la tête, baisse la tête ». Trop absorbé par sa performance, Franklin s'est cogné dans une poutre. La réponse de Mather était parfaite. « Que ça te serve d'avertissement. Ne garde pas toujours la tête aussi haute », lui a-t-il dit d'un ton moqueur. « Baisse la tête, jeune homme, en cheminant dans ce monde et tu éviteras bien des coups. » Pour les chrétiens, l'orgueil est un péché parce que c'est un mensonge, il convainc les individus qu'ils sont meilleurs que dans la réalité, qu'ils sont meilleurs que ce que Dieu les a fait. L'orgueil conduit à l'arrogance et les éloigne de l'humilité et de leur Père. Il ne faut pas forcément être un chrétien pour y voir de la sagesse. Il suffit de s'intéresser à sa carrière pour comprendre que l'orgueil, même dans le cas d'accomplissements bien réels, est une distraction, un leurre. Comme l'a dit Cyril Connolly, celui que les dieux veulent détruire, il appelle d'abord prometteur. Quelques 2500 ans plus tôt, le poète élégiaque Théonie de Mégare a écrit à un ami « La première chose, Curno, que les dieux nous ont accordée et qu'ils annihileraient est l'orgueil. » Et pourtant, on le revêt exprès. L'orgueil émousse l'outil dont nous avons besoin pour réussir, notre esprit. Notre capacité d'apprendre, de nous adapter, d'être souple, de nous aider. Relations, tout cela est terni par la fierté. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que cela a tendance à se produire précocement dans la vie ou au cours du processus, lorsque nous sommes rongés par la vanité des débutants. Ce n'est que plus tard qu'on se rend compte que la bosse sur la tête était le moindre des risques. Il suffit d'un accomplissement mineur pour que la fierté s'installe et donne l'impression qu'il est majeur. Il sourit à notre intelligence et notre génie, comme si nous n'avions laissé voir qu'un aperçu de la suite. D'emblée, il creuse un fossé entre le possesseur et la réalité, modifiant subtilement ou non sa perception de ce qui est et ce qui n'est pas. Ce sont ces opinions bien arrêtées, vaguement fondées sur des faits ou des accomplissements, qui nous précipitent vers l'illusion ou pire encore. Voici ce que clame l'orgueil et l'ego. Je suis un entrepreneur parce que je me débrouille tout seul. Je vais gagner parce que je suis actuellement en tête. Je suis écrivain parce que j'ai publié quelque chose. Je suis riche parce que j'ai gagné de l'argent. Je suis spécial parce que j'ai été choisi. Je suis important parce que je pense que je devrais l'être. À un moment donné, on se livre tous à ce genre d'étiquetage gratifiant. Pourtant, chaque culture semble proposer quelques avertissements. Il ne faut pas mettre la charrue avant les béhuffes. Ne prépare pas la sauce avant d'avoir pêché le poisson. Pour cuisiner du lapin, il faut d'abord l'attraper.